Lorsque nous regardons des paysages naturels, lorsque nous contemplons la beauté de toutes sortes d'organismes vivants, nous ne devinons pas les avancées technologiques que ces organismes ont développées, ni leur fonctionnement en écosystème parfaitement équilibré. La démarche qui étudie le monde vivant pour mieux s'en inspirer s'appelle le biomimétisme. Dans quel but l'homme cherche-t-il à comprendre la nature aujourd'hui et pourquoi s'inspirer du vivant ? Le vivant va regrouper l'ensemble des espèces qui vivent à la surface de la planète. Et donc ça va des bactéries jusqu'à l'être humain, à l'espèce Homo sapiens. Les espèces qu'on observe aujourd'hui, elles sont le résultat de près de 4 milliards d'années d'évolution. Et ces 4 milliards d'années d'évolution, il faut prendre conscience que c'est des essais et des erreurs qui vont être sélectionnés ou non par le processus de sélection naturelle. Et en ce sens, le fait d'avoir eu 4 milliards d'années de recherche et développement font de la biologie, du vivant, un réservoir d'innovation potentielle. Pourquoi on s'inspire du vivant aujourd'hui ? Il y a actuellement une conjonction de plusieurs crises, et je n'apprendrai rien à personne en citant la crise du climat, mais également la crise de la biodiversité. Et je rajouterai aussi une certaine crise sociale liée à la répartition des richesses. La conjonction de ces trois crises-là interroge nos modes de production et de consommation, et ce qui était peut-être les solutions du XXe siècle sont devenus les problèmes du XXIe. Ce qui est intéressant, c'est que la nature et le vivant apportent des réponses à tous les grands défis de société d'aujourd'hui. Par exemple, le vivant a misé sur les énergies renouvelables depuis le début, et en particulier l'énergie solaire. Il y a des tas de choses effectivement qu'on ne fait pas et que le vivant fait depuis très très longtemps. Utiliser ce qui est abondant plutôt que ce qui est rare. L'économie du vivant n'est pas basée sur la rareté, parce que c'est un cul-de-sac annoncé, mais sur l'abondance. Un autre principe, c'est fabriquer à pression et à température ambiante. Le vivant excelle dans l'élaboration de matériaux qui sont des matériaux complexes, multifonctionnels, et ces propriétés de matériaux, elles vont depuis l'hydrophobie jusqu'à des propriétés optiques remarquables, de la légèreté dans leur structure, de la résistance mécanique. Par exemple, il y a des déchets dans le vivant, mais c'est toujours une ressource pour d'autres organismes. La feuille, qui est un magnifique panneau solaire fabriqué à température et pression ambiante avec des éléments abondants, une fois qu'elle se fane, elle devient ressource qui va créer de l'humus. Et donc, on n'est pas dans une économie linéaire, on est dans une économie circulaire où le déchet devient une ressource pour quelqu'un d'autre. C'est grâce aux progrès récents de la science que nous pouvons explorer la richesse du vivant et en découvrir les prouesses. La transposition de ces connaissances à nos sociétés humaines pourra-t-elle les transformer de façon durable et nous inciter à mieux préserver la biodiversité ? Imaginons par exemple qu'un concepteur se pose la question de substituer et de trouver un nouvel adhésif. La juste façon de se poser la question lorsqu'on veut faire du biomimétisme, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'il y a comme colle dans le vivant. Ça va être de se dire quelles sont les différentes stratégies d'assemblage dans le vivant. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra tomber sur d'autres stratégies que de la colle. On pourra retomber par exemple sur la façon dont un gecko peut s'accrocher sur une vitre et qui n'est pas dépendant d'une colle. C'est un système physico-chimique complètement différent. On peut citer l'entreprise Tissium qui travaille sur l'imitation de la composition de la salive des vers tubicoles qui sont en capacité de coller des petits grains de sable entre eux grâce à leur salive. Et la compréhension des mécanismes chimiques à l'intérieur de cette salive a permis de développer des colles chirurgicales innovantes. Le vivant également peut nous servir pour pouvoir concevoir, par exemple, des nouvelles villes durables qui s'inspirent de la façon dont les organismes vont échanger matière, énergie et information. Le biomimétisme, c'est forcément une approche multidisciplinaire. C'est forcément un dialogue entre la biologie au sens très large et d'autres disciplines. Aussi bien le management, la science des matériaux, la science de l'ingénierie, l'architecture. On a besoin de philosophes, on a besoin d'artistes, on a besoin de plusieurs sensibilités. Ce biomimétisme, il offre une opportunité de repenser nos systèmes de conception, de repenser le cahier des charges des différents produits et services que nous allons développer, de façon à les rendre compatibles avec la biosphère, et donc de façon à les rendre durables. On est vraiment dans une biodiversité qui nous est indispensable. On dépend d'elle, nous, espèces humaines. On dépend d'elle par des tas de façons que les scientifiques décrivent comme les services écosystémiques. Ce qu'on prélève dans la nature pour notre alimentation, nos fibres, nos médicaments, ce qui nous permet de réguler les choses, comme par exemple le climat, les forêts qui poussent, qui fixent du carbone. Donc il y a un lien énorme entre enjeux du biomimétisme et innovation, et faire en sorte qu'on ne détruise pas ce tissu du vivant dont nous sommes un motif. Le biomimétisme propose des réponses concrètes aux enjeux à la fois du développement durable, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité.
Apprendre de la nature et se réconcilier avec elle est une promesse pleine d'espoir pour une humanité consciente des changements dans lesquels elle doit s'engager. Voilà une petite vidéo sur le son des oiseaux pour reprendre un peu cette fin de première pause. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on continue notre après-midi sur le biomimétisme avec quatre présentations. Donc, une première qui va être assurée par Agathe Leclerc et Baptiste Boittiot, qui ont créé une association qui s'appelle les Vivalistes. Et donc, comme l'a effectivement dit Kalina tout à l'heure, le biomimétisme, ce n'est pas seulement une approche technocentrée, hein, même si effectivement la nature inspire beaucoup la fabrication de nouveaux matériaux, ou bien fait évoluer les procédés, mais la nature inspire également les organisations humaines. Hein, donc, Baptiste et Agathe pourront nous apporter leur témoignage, alors non pas à partir d'un tour du monde, effectivement ça devait être un tour du monde au départ, mais qui est devenu un Tour de France. Voilà, et ensuite Johan Verstraat, qui est directeur de Sudria Esme, donc une école d'ingénieurs à Lille, nous parlera de l'intégration de cette thématique dans une école d'ingénieurs. Puis Franck Sylvain et l'énergie, donc l'énergie qui a également déjà été citée en début d'après-midi, donc pour son activité en matière de recherche, en matière de R&D, en matière d'expérimentation en matière d'hydrolienne. Et puis nous terminerons cette séquence par Isabelle Verdier, qui a également une activité d'enseignement dans l'enseignement supérieur et qui contribue largement à la diffusion du concept du biomimétisme auprès des étudiants de différentes filières. Voilà. Donc, alors 7 minutes pour chaque temps, et puis, comme tout à l'heure, des questions à la fin que vous pouvez poser dans l'onglet questions. Voilà, donc Agathe et Baptiste, à vous maintenant. Merci. Alors, donc en effet, nous sommes Agathe et Baptiste. On est à l'origine d'un projet associatif qui s'appelle Les Vivalistes. Et aujourd'hui, on voudrait parler avec vous du coup du biomimétisme dans nos organisations humaines. Donc, avant de vous parler un peu plus en détail de ce projet associatif, je voudrais vous partager un peu le constat duquel on est parti pour lancer ce projet. Peut-être comme pour beaucoup d'entre vous, nous, la découverte du biomimétisme, au début, ça nous a surtout été présenté comme une solution d'innovation technologique, donc on a pas mal mentionné jusqu'ici. Beaucoup d'innovations de produits ou des procédés de fabrication. Et en fait, pour nous, ne pas remettre en question ce modèle de production qui a entraîné les nombreuses crises majeures qu'on connaît actuellement, qui étaient notamment citées dans la petite vidéo Nature égale futur, ça reviendra un petit peu à contourner le problème, à avoir une approche qui nous semble un peu court-termiste. Pour nous, le biomimétisme, c'est bien plus qu'un outil d'innovation technocentrée. C'est avant tout changer un peu de regard sur le vivant et nous faire prendre conscience de la profonde interdépendance qu'on a avec lui. Notre constat de départ, c'était de se dire que les organisations humaines, elles ont elles aussi besoin d'innovation. Elles ont besoin aujourd'hui d'agilité, de résilience, elles ont besoin de durabilité, de bien-être et de beaucoup plus de sens. Elles n'ont pas simplement besoin de nouveaux produits. Et c'est de ce constat-là qu'est parti en fait notre projet Les Vivalistes. Et donc pour faire un petit résumé un peu de ce qu'on a fait, nous le but vraiment du projet qu'on a lancé, c'était d'aller à la rencontre d'organisations qui ont justement comme point commun d'avoir une raison d'être au service du vivant. Et d'essayer de comprendre si, de manière consciente ou bien inconsciente, on pouvait retrouver des applications de certains principes du vivant dans leur fonctionnement. Donc c'était vraiment cette volonté de trouver des exemples d'applications sociales du biomimétisme et de nous placer à l'échelle écosystémique. Et de répondre à cette question qui est, est-ce que des organisations s'inspirent du fonctionnement du vivant et des écosystèmes? Et donc on allait voir plein de types d'organisations différents, à la fois des entreprises, des associations, des territoires. On a été voir des écoles, des tiers-lieux, des écolieux. Et pour vous donner d'autres chiffres un peu, on a fait 18 mois donc, sur les routes de France en camping-car. On a rencontré 25 organisations. Et à la suite de ça, on a lancé un podcast avec 4 épisodes qui s'appelle Les Vivalistes, qu'on continue encore à produire.
Et aujourd'hui, on travaille sur une offre de conseils justement auprès des organisations pour voir comment on peut s'inspirer du vivant dans ce champ-là. Et on est aussi en train de monter un projet d'écolieux avec un collectif de 6 personnes dans la région de Niort. On va d'ailleurs vous passer on aura l'occasion de vous passer des petits extraits des podcasts au cours de la présentation. On vous les introduira un petit peu plus tard. Donc c'est principalement des gens qu'on a rencontrés pendant nos mois sur les routes et qui nous font part un peu de leur vision, de leur rapport au vivant, on va dire, de notre rapport au vivant. Du coup, au cours de ces 18 mois, de cette année et demie, forcément, notre compréhension du biomimétisme a pas mal évolué. Ce qu'on pensait à la base être plus une boîte à outils ou une nouvelle technique d'innovation, s'est révélé être petit à petit bien plus large, beaucoup plus une philosophie, un cadre de pensée qui peut en fait s'adapter à n'importe quel système, que ce soit à l'échelle d'un projet, d'une ville, d'une entreprise, d'une ferme, comme on a pu pas mal le voir aussi. Et aujourd'hui, dans la compréhension qu'on a du biomimétisme, il y a trois points clés qui pour nous sont très importants. Et je pense qu'on les a déjà pas mal évoqués jusqu'ici, mais ça fait jamais de mal de les répéter. Pour nous, le biomimétisme doit avant tout être une approche systémique qui est en effet basée sur l'observation du vivant. Donc on imite les règles et les principes de fonctionnement de la nature dans le but de les intégrer dans le système qu'on veut créer. Et vouloir créer un système, ça nous demande d'avoir nécessairement un point de vue holistique. Ça veut dire avoir une vision d'ensemble de tous les éléments du système, de toutes leurs interactions, de comprendre le système dans sa totalité et de ne pas vouloir le diviser en sous-parties. Quand on a marqué sur la petite présentation l'importance des interactions 1 + 1 = 3, c'est qu'en effet, c'est plus les interactions qui vont compter que les éléments eux-mêmes. On dit souvent le tout est plus grand que la somme des parties. Pour illustrer ça également sur l'humain dans le système, on a un petit passage d'un podcast, donc l'extrait 3 de l'Oasis de Serendip, où Samuel Bonvoisin nous parle de l'humain dans le système. Donc l'Oasis de Serendip qui est située dans la Biovallée, dans la Drôme. Donc Yasmine, si tu peux nous mettre ce petit extrait numéro 3, Serendip, l'humain dans le système, s'il te plaît. Cette dimension de l'humain et de comment est-ce qu'on arrive à s'offrir une place en fait, dans les systèmes qu'on conçoit, pour moi, elle me semble essentielle. C'est quelque chose qui m'a frappé aussi finalement en étant formé à la pratique, à l'agriculture, c'est que finalement les fermes ou les espaces productifs agricoles, mais j'imagine c'est encore pire dans le monde, dans tout le reste du monde industriel, sont extrêmement peu conçus pour l'épanouissement des humains. En fait, c'est chiantissime de faire des longueurs de tracteur et de faire demi-tour au bout du champ et de revenir. Enfin, je veux dire, ça épanouit personne. Donc là, on est vraiment dans une optique de se dire comment est-ce qu'on crée des espaces qui sont épanouissants. Et donc du coup, partant de là, petit à petit, on peut s'éloigner des systèmes type jardin ou ferme, et puis on peut se rendre compte qu'en fait, s'inspirer du vivant et viser à cette réintégration, on va dire, légitime de l'homme au sein de la nature, en fait, ça peut se faire en designant n'importe quoi, en fait. Micro. Ok. Et donc, pour revenir sur notre petite présentation, le troisième point clé pour nous, qui est de cette approche du biomimétisme, c'est que c'est une démarche de conception, certes, mais qui place l'éthique comme socle et comme base. Ça veut dire en fait que le biomimétisme doit être au service de la vie pour créer des solutions et des systèmes qui ne soient pas seulement soutenables, mais aussi et surtout régénérateurs. Et donc, dans le cadre de notre voyage, on a fait aussi forcément le parallèle avec les principes éthiques de la permaculture, qui sont prendre soin de la terre, prendre soin des humains, créer l'abondance et partager équitablement. Et en fait, on en est même venu à se dire que vouloir appliquer en fait les principes du vivant et utiliser cette boîte à outils sans y mettre au cœur cette éthique, ça pouvait s'avérer dangereux et contre-productif. Et on l'a bien rappelé, notamment Kalina au début de sa présentation, il y a tout un enjeu sémantique autour du biomimétisme, et dans lequel nous, on prend cette position qu'on ne peut pas parler de biomimétisme sans éthique, et qu'il s'agirait sinon plutôt de bio-inspiration, de bionique ou d'autres termes. Et donc voilà, nous on le répète, il convient de mettre vraiment la puissance du biomimétisme au service des enjeux sociaux, climatiques et environnementaux. Et donc là, pour illustrer encore ce point-là, un autre petit extrait de podcast, qui est l'extrait numéro 3 de toujours l'Oasis de Serendip avec Samuel, qui nous parle de l'utilisation des outils. Schématiquement, la manière de le dire, c'est que tous les outils sont bons quand tout va bien, parce qu'en fait, voilà, on est dans une situation où on a le loisir d'expérimenter, de tâtonner, et tous les outils sont mauvais quand on est en situation de stress, parce qu'en fait, c'est pas l'outil qui va nous aider
Voilà, c'est vraiment la posture intérieure de chacun, notre capacité à ne pas oublier qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Si on arrive à continuer de vivre chacun individuellement et collectivement que le plus important pour nous, c'est le vivant, c'est ce qui est en train de se passer et que en fait, c'est apprenant, que ça va nous aider à avancer. Et ben, en fait, on arrive à dépasser des situations. Mais l'outil en lui-même, il sera complètement inopérant si à l'intérieur de nous, on sort de cette posture, quoi. Voire même, on peut manipuler les outils et faire des choses, des gens sous couvert de bienveillance, etc. Ce qui est hyper dangereux, quoi. Présentation, c'est quand même superbe. Donc, pour en revenir un peu à nos organisations humaines, des organisations vivantes, la bonne nouvelle, en fait, c'est que ces organisations qui vont placer leur raison d'être au service du vivant et qui sont dans une démarche régénérative, ben, il en existe beaucoup. En tout cas, nous, en France, on en a rencontré énormément et on n'a clairement pas tout vu parce que voilà, on a pris qu'1 an et demi, ce qui était déjà beaucoup, mais il y a tellement de choses à voir. Notamment parmi ces organisations qui expérimentent des nouveaux modèles économiques et des modes de gouvernance aussi, et qui sont de plus en plus nombreuses, se trouvent les écolieux et les tiers-lieux. On a constaté une explosion en France du nombre d'écolieux et de tiers-lieux. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes-là. Pour définir assez simplement, un écolieu, ça va être un village, une ferme ou un hameau qui a une perspective d'autosuffisance qui repose sur 3 piliers. Un modèle économique alternatif, une grande importance accordée à l'écologie et une vie communautaire active. Les écolieux en France, on en comptait une 15-20aine en 2015, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, en 2020, il y en a plus de 1000 qui sont soit lancés, soit en cours de création. Et les tiers-lieux qui sont des espaces que vous connaissez peut-être plus sous le terme de coworking, Fab Lab ou ateliers partagés, friches culturelles. Ces tiers-lieux, un rapport qui a été rédigé en 2018 par Mission Coworking, on en estimait à peu près 600 sur le territoire français et se sont rendus compte qu'en 2018, il y en avait déjà plus de 1800. Aujourd'hui, du coup, ces organisations-là, on les caractérise assez souvent d'alternatives parce que c'est des projets un peu hybrides, que ces projets ne rentrent pas toujours dans des cases assez classiques ou voire plutôt rentrent dans plusieurs cases en même temps. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces projets-là, ils osent expérimenter, ils inventent des nouveaux modèles organisationnels et surtout, ils n'ont pas peur de repenser complètement notre vision du système. Donc, nous, un message qu'on aimerait vous faire passer aujourd'hui, c'est de vous encourager à aller voir ce qui se passe du côté de ces modèles alternatifs vertueux. Parce que pour reprendre un des principes du vivant, c'est en effet c'est important de valoriser les bordures et les marges, et que c'est dans les écotones, donc dans ces zones de rencontre, dans ces zones de transition entre deux systèmes, comme dans la lisière d'une forêt, qu'on va trouver le plus de richesse. Et donc, on est persuadé que ces différents lieux de vie représentent une vraie source d'innovation et d'inspiration aujourd'hui. Et enfin, on voulait aussi vous donner quelques pistes de réflexion sur comment intégrer concrètement aujourd'hui le biomimétisme dans une organisation. Donc Agathe l'a dit, le biomimétisme, ce n'est pas uniquement un outil d'innovation produit, et on en a parlé tout à l'heure, mais en gros, une bonne façon de commencer, en reprenant justement un des principes de base qui est l'observation, c'est d'aller justement organiser des visites sur le terrain pour aller voir du côté des alternatives et de ceux qui réinventent en fait le développement et l'ancrage local en s'inspirant du vivant. Il y en a plein sur tous les territoires. Il y a énormément d'organisations qui travaillent avec le vivant. Il faut aller les voir, il faut aller les rencontrer pour savoir comment elles fonctionnent et comment elles s'organisent, et peut-être pour pouvoir s'en inspirer. Un autre moyen aussi qui est assez concret qu'on peut mettre en place dans une organisation assez rapidement, c'est un processus en fait d'intelligence collective pour, par exemple, faire émerger une raison d'être collective au sein de l'organisation ou au sein d'un sous-groupe de travail. Donc c'est vraiment un premier pas vers la pensée complexe du vivant. Et pour ça, vous pouvez faire appel à des facilitateurs qui peuvent vous accompagner. Il y a des personnes qui sont très bien formées pour faire ça. Et après, il y a un autre moyen qui est un peu plus radical, mais qui fonctionne bien, qui est de faire en fait tout simplement l'expérience physique du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, en allant en équipe, par exemple, mettre les mains dans la terre dans le cadre d'un séminaire ou d'une activité de team building, c'est vraiment un vecteur incroyable pour créer un cadre bienveillant et une atmosphère d'entraide, de partage et de bien-être pour les collaborateurs. Et ça peut répondre, on pense, à un besoin croissant de nature, de quête de sens que peuvent avoir certaines personnes dans les organisations. Et c'est vraiment un bon moyen justement de se reconnecter un peu au vivant et de changer de regard dessus. Et pour appuyer un peu ces propos-là, on vous propose un dernier petit extrait de podcast qui est le premier épisode qu'on a lancé. C'était avec Julie Ricard à côté de Saint-Malo, qui a lancé une forest school, donc une école dans les bois qui suit la pédagogie par la nature. Donc l'extrait s'appelle « Faire l'expérience de la nature ». On ne peut pas espérer
changer quoi que ce soit si on ne crée pas un lien émotionnel entre nos enfants et la nature. Et que c'est le but de cette Forest School que de faire ça. Ouais. De leur donner des bons souvenirs. On ne peut protéger que ce qu'on aime. Les enfants, quand ils ont fait l'expérience presque physique, on va dire, de cette nature, qu'ils ont senti le froid, le chaud, le vent, qu'ils ont senti l'odeur de l'automne dans la forêt, ça sent le champignon, wow, c'est trop bien, enfin voilà. Ouais. C'est des choses dont on fait l'expérience profondément en soi qui marquent, en fait. Et c'est de ça qu'on a besoin pour pouvoir faire quelque chose. Merci, Baptiste. Ouais, ça marche aussi bien avec les enfants que les adultes. Voilà, on a fini. Si vous avez besoin, c'était quelques petites pistes de réflexion en tout cas qu'on vous a données. Si vous avez besoin de plus de conseils, on est à votre disposition. Et puis voilà. Je vous ai mis le podcast des Vivalistes dans le chat pour ceux qui veulent aller écouter un peu ces différents podcasts, qui sont assez passionnants. Je me permets aussi de rebondir. Je vois qu'il y a Philippe Bott parmi nous, qui est un membre admin du CIBIOS et qui depuis quelques années aussi déploie, donc pour faire un peu écho à tout ça, des organisations et des systèmes monétaires, le beau projet Amélios. Alors je vous mets aussi dans la discussion un peu une présentation de son projet sous forme de la petite vidéo Nature égale futur. Et alors juste, n'hésitez pas, il a mis en place même des expérimentations hyper concrètes sur le territoire en Hauts-de-France, à côté de pas très loin de Senlis, sur son site Chapman. N'hésitez pas à lui rendre visite. Et en plus de ça, de tout ça sortent des réflexions. Alors Agathe et Baptiste en font un peu partie. C'est un groupe de travail dédié sur les modèles économiques alternatifs ou les systèmes et organisations bio-inspirés et qui méritent. Bon, alors là, c'est en train de se lancer. Là, on espère pouvoir organiser peut-être des événements dédiés justement à ce volet-là. Mais c'est un groupe qui mérite aussi d'être soutenu. Donc, on essaie de voir comment aussi arriver à structurer, financer cette recherche qui nous semble primordiale et qui commence à monter beaucoup en puissance sur le territoire français. Merci Agathe et Baptiste pour cette première présentation. Loïc, peut-être je te laisse prendre. Merci Hugo. J'invite Johan Verstraat à nous rejoindre. Donc, Johan qui est directeur de ESME Sudria. Donc, tu peux nous présenter, s'il te plaît, comment une école d'ingénieurs intègre cette question du biomimétisme, puisque je sais que effectivement c'est déjà le cas depuis quelques années pour ESME Sudria. Voilà, donc merci de nous dire ce qu'il en est. À toi, Johan. Bonjour à tous. Donc, Johan Verstraat, directeur du campus lillois de l'ESME Sudria. Donc, ton son est un peu faible, Johan. Ah, pardon. Je vais augmenter. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Un peu mieux. Ok, très bien. Je vais parler un peu plus fort également. Donc, moi, je Merci. suis directeur de l'école d'ingénieurs ESME Sudria à Lille. Donc, c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs généralistes. Donc, on est dans pas mal de domaines technologiques, numériques, énergétiques. Donc, c'est assez large. Et le biomimétisme a commencé comme une histoire, en fait. Donc, d'abord, on s'était intéressé à l'impression 3D. Moi, je suis directeur de l'innovation pédagogique. Donc, j'ai monté des Fab Labs avec les étudiants en 2013. Et puis, on faisait de l'impression 3D. On s'intéressait au support qui avait des formes organiques. Donc, c'était la mode, imiter l'arbre pour optimiser la matière dans l'impression 3D, ne pas avoir trop de déchets. Et puis, un jour, mon téléphone sonne et puis voilà, un étudiant parisien que vous connaissez probablement, Harold Guillemin, qui travaillait avec son père, Éric Guillemin, sur un projet intéressant de pompe inspiré du vivant. Et il m'a demandé comme ça, c'est mon projet de fin d'études, est-ce qu'on peut imprimer des pièces en 3D? Alors tout de suite, j'ai dit oui. Alors on venait d'avoir l'imprimante, donc on a fait quelques essais. On lui a imprimé ses pièces et puis voilà, on s'est rencontrés lors du symposium, ça se passait bien. Il nous a un peu plus parlé de son projet qui était super intéressant. Et puis voilà, en 2018, on va à la Biomime Expo et on se recroise. Et puis on croise également Hugo. Et puis là, on commence à prendre vraiment la mesure du biomimétisme, des applications, de l'avancée de son projet également. Et on s'est dit, bah, tiens, ça c'est intéressant.
Et comme souvent, hein, les élèves apportent des choses également dans leur stage, dans leurs aventures, dans leurs innovations. Et donc, on s'est dit, bah voilà, on va se rencontrer avec Hugo, puis on va essayer de développer quelque chose. Et puis là, avec le CBIOS, donc on s'est rencontrés. Hugo nous a fait des conférences pour les étudiants, des élèves en cycle prépa qui étaient dans des parcours de découverte. On essaye un peu d'ouvrir l'esprit de nos élèves en prépa vers ce qui pourrait avoir un intérêt pour eux lorsqu'ils seront diplômés. Et puis en innovation et en biotechnologie, on a proposé aux élèves de faire des ateliers. Donc Hugo a monté ses ateliers, on a collaboré. Moi, j'ai commencé moi-même à me former, à me documenter. Je suis tombé dans les thèses, dans les articles scientifiques. On a continué à développer ça. Et puis, vous voyez, je vous ai mis un exemple un projet qui résulte de ces ateliers. C'était des élèves là qui se sont dit, bah, tiens, on a vu l'exemple de régulation de température chez le pingouin, donc un process de régulation qui lui permet de ne pas perdre sa température corporelle par ses pattes là, lorsqu'il est dans la neige. Et ils se sont dit, bah, tiens, c'est intéressant, là, cet échange de température par ce fluide interne, cette fonctionnalité. Ils ont voulu mettre ça dans des prothèses imprimées 3D, donc dans des prothèses low cost, et puis avoir, grâce à cette bio-inspiration, une prothèse qui soit en plus low-tech. Et là, on s'est dit, waouh, voilà, des élèves, là, ils ont eu une conférence, ils ont fait quelques ateliers, ils ont fait des recherches, ils se sont intéressés à ça et ça a matché. Et là, on a dit, bah non, là, il faut y aller. Il faut trouver des moyens d'intégrer ça dans nos formations. Alors, c'était un petit peu au départ spécial pour nous parce que les élèves font peu ou plus de biologie, de SVT, et pourtant il y a un lien direct avec les matières du vivant. Donc il faut aussi repenser un peu ces programmes-là. Et donc on a continué dans cette voie-là. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des projets, on a créé une association. Donc cette association s'appelle BioImTech. On l'a créée avec des étudiants, avec des enseignants, toutes les personnes qui étaient vraiment intéressées par le sujet. Et puis on a commencé des ateliers, on s'est associé à la BioImExpo. Donc, je fais un clin d'œil à Alain Roinaudin, là, qui nous a aussi aidés sur ce démarrage et qu'on retrouvera en décembre autour de la Biomime Week pour maintenir cet événement qui est vraiment intéressant dans le sens où le biomimétisme, c'est aussi une affaire de réseau, une affaire de rencontre avec des gens qui ont des activités dans tous les domaines. Et puis, voilà, on a poursuivi, on a créé, on a mis en place une conférence avec des acteurs rencontrés sur la Biomime Expo. Et puis, on a développé des collaborations donc, avec le CBIOS sur le territoire Hauts-de-France. Et grâce à cette association, on a pu mener des projets. Alors, je vous montre un petit peu là. Alors, vous avez l'équipe qui a créé cette association avec 2 étudiants là, qui commençaient déjà, avec l'impression 3D, à modéliser un aigle avec les rémiges primaires là, pour montrer un peu le principe des winglets avec l'avion. On a développé d'autres maquettes pédagogiques. Et puis, on a été voilà, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, pour partager, pour faire ces ateliers, s'améliorer aussi, mieux comprendre de quoi il s'agissait, surtout en matière pédagogique. Et donc, vous avez un exemple de tissage de toiles d'araignée avec des stylos 3D. Vous avez des exemples de matériaux oxétiques, qui sont des matériaux qui se déforment en gonflant lorsqu'on tire dessus. Voilà, on a développé des choses. On a travaillé sur les bio-cards, qui ont été des supports pédagogiques, ludiques, développés par d'autres acteurs du biomimétisme en France. Et il y a un jeu en particulier qui nous a intéressés, puisque un des enjeux pour les ingénieurs, avant de commencer à penser techno, etc., c'est cette acculturation et l'abstraction. Comprendre le vivant et pourquoi il est intéressant et pourquoi il y a du génie, pour ensuite pouvoir s'en inspirer. Donc ça, c'est un gros travail quand même. Et donc, on a travaillé sur les cartes et les élèves fabriquent des cartes avec leurs camarades de collège et de lycée. Et puis là, cette année, on a décidé de lancer dans le parcours biotech et santé, donc c'est la fin d'études, c'est des élèves ingénieurs en 3e année qui ont choisi la spécialité Medical Device. Et on a lancé tout un programme, il y a environ 24 heures de cours, de projets, d'ateliers autour de la bio-inspiration et des méthodes d'innovation et de créativité. Et ils vont suivre la Biomime Expo, enfin la Biomime Week cette année. On a la chance d'avoir David Ferron de la Chambre de commerce qui va venir nous parler comment dire, de comment on fait de la veille sur ce sujet de biomimétisme, parce que c'est quand même un sujet scientifique.
il faut quand même avoir une culture, des connaissances pour pouvoir les réutiliser ensuite. Et Biomime Plus, également, Isabelle, que vous allez voir juste après, qui a accepté de faire des ateliers de gestion de projets bio-inspirés, c'est aussi important. Voilà, donc c'est le départ. On a monté ces projets-là et pour nous, c'est vraiment porteur. Donc, parce que cet objectif, on en a beaucoup parlé, hein, d'innovation responsable, eh bien, il faut mettre en place des choses pour les élèves, pas seulement des normes, pas seulement des références, mais leur apprendre à intégrer ça très tôt dans leurs idées, dans leur créativité, dans leur envie d'innover. Voilà. Merci, Johan. Je me permets de faire juste quelques points aussi sur les différentes présentations. Pour rappel, on a évidemment dû faire un panel aujourd'hui, mais on ne peut pas présenter toutes les belles initiatives qui se passent sur le territoire. Sur les enjeux pédagogiques, c'est sans citer l'ENSET, sur les enjeux du textile, il y a aussi beaucoup de formations qui se développent autour de tout ça. À l'UTC, Karim Elkirat, qui était présent avec Marie-Christine tout à l'heure, qui lui aussi s'est saisi du sujet pour développer des modules. J'espère qu'on aura à un moment d'autres opportunités, d'autres occasions de vous présenter un panel plus large et complémentaire de tout ça. Mais on vous a présenté différents axes qui, à mon avis, sont déjà des très beaux projets sur le territoire. Très bien, merci. Alors, effectivement, on reste dans le registre de la formation dans l'enseignement en accueillant Isabelle Verdier. Bonjour. Qui contribue aussi à la formation et l'enseignement, Johan en parlait, dans plusieurs établissements, en tout cas, notamment dans des établissements de l'Université catholique de Lille. Et d'ailleurs, Isabelle y est pour beaucoup aussi dans les contacts que nous avons pu développer dans la région Hauts-de-France, hein, puisque Isabelle était venue nous voir à l'université pour voir si ensemble on pouvait œuvrer pour diffuser plus au sein des établissements de l'université catholique ce thème du biomimétisme, d'abord par des actions de sensibilisation et puis ensuite pour aller plus loin, à la fois en direction les enjeux concernent les étudiants mais aussi les enseignants et les chercheurs. Voilà, donc Isabelle, depuis quelques années déjà, œuvre pour diffuser ce concept et donc je te laisse nous en parler. Oui, merci Loïc. Bonjour à tous. Donc effectivement, Loïc a déjà bien introduit notre activité. Je suis donc cofondatrice avec Anne-Sophie Prouveau de Biomime Plus. Alors pour moi, de formation, docteur sciences de la vie et de la santé, professeur de biochimie, microbiologie, d'abord à Paris, chez les Meuniers, à l'école de Meunerie, quelques années, puis à Lille, à l'université. C'est une étude sur le biomimétisme en France, réalisée il y a 4 ans lors d'une formation en veille stratégique, qui m'a embarquée dans cette passionnante démarche transdisciplinaire et offert l'opportunité de rencontrer les ambassadeurs lors de la première édition de Biomime Expo en 2016. Avec Anne-Sophie, donc ingénieure agroalimentaire orientée vers le management, mais aussi apicultrice et herbaliste, nous avons proposé dans les écoles où nous enseignons une sensibilisation des étudiants à la démarche bio-inspirée sous forme de modules d'accompagnement des travaux de groupe. Alors cette expérience menée 3 années de suite dans 2 écoles de la Cato nous a confortés dans l'idée de la diffuser dans des structures autres qu'universitaires, donc des organismes de formation, des entreprises institutionnelles qui ont besoin de façon générale de manager, d'accompagner leurs équipes différemment, de nourrir leur stratégie pour se positionner efficacement, bien sûr, mais aussi durablement. Et donc, voilà comment, dans un tissage de compétences, enrichi par un stage pour toutes les 2 à l'Institut des futurs souhaitables, nous est venue l'idée de créer une structure dédiée à cette activité. Alors, c'est une activité de passeuse de savoir. Nous aimons bien nous dénommer ainsi, qui a pour vocation de sensibiliser à l'innovation bio-inspirée par des conférences interactives,
et dans un souci constant de reconnexion au vivant et à sa diversité. Et puis nos ateliers, par ailleurs, nous amènent les participants à interroger et à repenser leur mode d'organisation en partant à la fois de problématiques ciblées issues de leur expérience et des caractéristiques du vivant pour le moins inspirantes. Parce que la nature ne gaspille rien, on l'a vu dans les précédents exposés, puise sa créativité dans les limites imposées par l'environnement, mais aussi récompense la coopération et la diversité. Et ce sont deux points que nous abordons en particulier dans nos ateliers. Alors, dans quel contexte? Eh bien, ces ateliers peuvent se faire ou conférences dans le cadre d'un lancement de projet, d'un groupe de travail, une réflexion stratégique pour bousculer les schémas de pensée. Dans tous les cas, c'est un module interdisciplinaire. Et la plus-value pour les entreprises, pour tout type d'organisation, eh bien, c'est vraiment une mobilisation collaborative avec une proposition de modèles porteurs de sens, notamment amener les participants à redonner un nouveau sens à leurs activités, un modèle provocateur et stimulant pour repenser donc nos schémas de fonctionnement. En tout cas, il s'agit bien de faire du biomimétisme, d'amener nos participants à faire du biomimétisme un levier d'innovation responsable, comme est si bien nommé le forum de cet après-midi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle. Donc vous ne restez pas loin, hein, Johan, Isabelle, puisque il y aura un temps de questions et puis ensuite un débat un petit peu plus large sur les perspectives du biomimétisme dans la région. Donc on revient maintenant à des aspects technologiques. Hugo, je te laisse peut-être présenter Franck Sylvain. Oui, bienvenue. Merci de te joindre à nous aujourd'hui pour nous parler un peu de ce beau projet qui est Ilenergy, qu'on suit depuis quelques années maintenant et qui a beaucoup évolué d'ailleurs avec les années. Et je crois savoir que tu vas nous présenter un peu des mises à jour sur tout ça. Donc, je ne vais pas présenter le projet en détail, mais c'est une innovation liée aux enjeux de l'énergie et du marin. Et on est très heureux d'avoir une start-up aussi, des gens qui s'embarquent sur l'aventure aussi un peu économique de projet de la bioinspiration, et notamment une belle perle comme ça sur les transformations énergétiques. Donc, toi la main. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci pour cette introduction. Donc, je suis Franck Sylvain, PDG de Ilenergy, et nous développons donc une hydrolienne à membrane ondulante. Alors, Ilenergy, There is no planet B, ça a été notre logo. Je trouve cette photo très émouvante, prise pendant une mission Apollo. Et on voit notre Terre au milieu du néant, l'hostilité de l'univers autour de nous. On n'a aucun endroit où aller. Il faut faire avec ce que l'on a et surtout le préserver. Dans l'énergie, on a un gros problème, c'est que la majorité de notre énergie est carbonée. Le taux de CO2 augmente dans la planète, le réchauffement climatique. Enfin, et on est mal barré, comme diraient certains. Il est même trop tard pour être pessimiste, disent d'autres. Bon, ben nous, on se bat pour essayer de trouver une solution en s'inspirant de la nage des poissons. Alors, en fin de compte, il y a toute une zone qui n'est pas utilisée encore, c'est les mouvements de l'eau. On sait faire des barrages et utiliser l'énergie potentielle de l'eau, mais tous les courants de marée et les rivières qui ont de l'eau qui coule ne sont pas exploités comme ressources énergétiques. Alors, il vous a pas, vous avez compris que toutes les énergies renouvelables qui étaient actuellement étaient possibles, donc qui sont principalement l'énergie éolienne et l'énergie solaire, elles sont renouvelables, mais elles ne sont pas prédictibles.
C'est-à-dire, vous avez du vent, l'éolienne, elle tourne. S'il n'y a pas de vent, elle ne tourne pas et elle ne produit rien du tout. Pareil pour le soleil, c'est nuageux, ça produit pas beaucoup. Il fait nuit, ça produit pas du tout. Alors nous, on a un aspect très très intéressant, c'est que si on met une machine dans une rivière, elle va produire 24 heures sur 24, tant qu'il y a de l'eau qui coule dans la rivière. Et sur les courants de marée, on sait exactement quand et combien d'électricité propre on va produire avec ces courants de marée. Et c'est inépuisable, puisque tant que la Lune tourne autour du Soleil, on aura de l'électricité pas chère. Alors, vous voyez, les compétiteurs, ils sont tous avec des hélices. J'en ai pris 4. Ce sont ceux qui marchent le mieux, avec un Français en bas à droite qui est Sebella. Ils sont tous exclusivement que des hélices. Et nous, eh bien, on a choisi l'ondulation comme moyen de capturer cette énergie. En fin de compte, je le dis, je le répète, alors à force, moi je le sais, mais tout le monde ne le sait pas. Si je vous demande quel est l'animal le plus rapide sur Terre, tout le monde va dire le jaguar. Sur Terre, c'est vrai, mais sous l'eau, le marlin bleu ou l'espadon voilier dépassent les 110 km/h, donc vont plus vite qu'un jaguar, alors qu'ils doivent avancer dans quelque chose de 800 fois plus dense que l'air qui est l'eau. Donc, quand on sait ça, on se dit, bon, ben, la puissance de l'ondulation est énorme et il doit y avoir moyen de récupérer cette énergie de façon naturelle. Et donc, on a commencé par poser des générateurs le long de la membrane. Vous voyez là, ça fait sur le dessin, il y a 6 générateurs. Et donc, ces générateurs s'actionnent, c'est des générateurs électriques linéaires, s'actionnent. Et le problème de cela, on a réussi à le faire marcher. Et le coût de l'électricité, on dépasse les 1000 euros le mégawatt. Quelque chose qui pouvait pas penser être faisable il y a une dizaine d'années. Maintenant, que ce soit le solaire où le prix a été divisé par 10 et l'éolien où ça a été divisé par 3 ou 4, on ne peut pas arriver avec un nouveau système aussi cher. Par contre, il y a de la force sur cette membrane et donc j'ai dit, on va essayer de simplifier la chose et plutôt que d'avoir 6 générateurs embarqués, on va juste mettre un mât au bout de la membrane. Donc, on a commencé à faire ces expérimentations en juillet 2018 à l'Ifremer. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le laboratoire. Ah, je peux pas lancer le film de là. Yes. Ah. Alors bon. C'est un PDF. Ouais. Tu as un lien vers une vidéo en ligne? Je n'ai pas pu voir autant. Le temps que je la cherche, après je vais perdre du temps. Donc bon, bref. C'est sur notre site, vous faites sur YouTube, vous faites il énergie et on le trouve. Donc la membrane oscille toujours pareil. Et donc on a ce mât qui monte et qui descend. Et qui actionne au-dessus de l'eau un générateur électrique. Et là, d'un seul coup, on a divisé les coûts environ par 6. Et d'un seul coup, ben voilà, on se retrouve avec une machine qui devient économique puisque le coût de l'électricité est d'environ 150 € le mégawattheure, qui est déjà tout à fait compétitif. Ah ben, merci de l'avoir fait pour moi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est lent, c'est doux. Alors, ça n'abîme pas la flore et la faune. C'est hypnotique en plus. Donc, voilà, c'était les essais qui ont été faits pendant l'année 2018-2019. Et ensuite, donc, on a quitté le laboratoire. Ah oui, alors pour vous expliquer aussi pourquoi on est plus efficient qu'une hélice. Une hélice va prendre la puissance de l'eau sur une surface
alors que nous, on le capte dans un cube sur un volume. Et donc, à encombrement égal, on a une efficacité 20 à 30% supérieure à une hélice. Alors voilà un petit peu l'histoire de l'énergie. Ça commence à dater puisque ça a commencé en fin 2011. En 2013, il y a eu la première levée de fonds pour vraiment accélérer la recherche, développer les systèmes numériques et les optimisations, pour enfin arriver là en 2019. Donc, on a quitté le laboratoire en juillet 2019 pour mettre une machine dans un canal. C'est la ferme, c'est les eaux d'un canal d'évacuation d'une ferme de poissons, élevage de poissons aquacoles. Et on a donc c'est un bassin qui fait 4 mètres de large et il y a 1 mètre et 1 mètre 10 d'auteur d'eau. Et donc on récupère une partie de l'énergie de cette eau dans le canal depuis maintenant quelques années. Alors vous voyez là différents modèles qui ont été expérimentés, puisque maintenant ça fait 15 mois que l'on teste, et l'idée maintenant c'est d'avoir une machine qui dure dans le temps et qui soit efficiente avec aucune intervention humaine. Alors ça s'applique notre machine pour des courants qui sont au-dessus de 1,5 mètre seconde. C'est quand même des courants assez forts. Et donc comme je le disais, on espère arriver même en dessous de 100 € le mégawatt-heure dans le futur sur des machines plus grosses. Alors voilà un peu tous les partenaires que l'on a. Donc bien sûr il y a les Hauts-de-France et l'Europe, puisque on a eu des fonds FEDER qui sont des fonds européens des Hauts-de-France pour se développer. Nous avons Dassault Systèmes, on est dans le lab de Dassault Systèmes, ça nous aide bien. Frisquet, les chaudières Frisquet, qui est un entrepreneur qui sait prendre des risques et qui a vu ce système il y a 3 ans et a dit après tout ça peut marcher. Et puis on a aussi Ifremer et Hutchinson, et bien sûr BPI France qui nous a accompagnés au début. Bon, et maintenant, voilà, on a été la première hydrolienne à être certifiée selon les normes européennes en 2018. La seule hydrolienne au monde, je précise, pas parce qu'on est les seuls à être ondulants, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais on a quand même fait le travail de faire certifier nos résultats par le Bureau Veritas, et donc nous sommes vraiment les premiers à avoir été certifiés. Et la deuxième, c'est HydroQuest qui l'a fait il y a 3-4 mois. Donc, on est resté les premiers dans ce secteur pendant plus de 18 mois. Et ensuite, là, il y a la dernière petite vidéo, c'était histoire de vous montrer dans le canal comment ça fonctionne. Hugo, tu peux récupérer voilà. Donc, vous voyez, tout simplement, là, c'était le premier modèle, ondulation, donc fait monter et descendre le mât, et le mât fait tourner 2 générateurs en haut de la potence. Alors, c'est un système très simple avec des chaînes et des moteurs électriques, mais en fin de compte, ce n'était pas. Je pensais que ça serait solide et fiable, et en fin de compte, il y avait quand même beaucoup de force en jeu et ça n'a pas tenu. Donc, il a fallu qu'on trouve d'autres systèmes. Donc, il y a eu un modèle 1, 2, 3 et on est au modèle 4 maintenant. Et on espère que ça sera le bon. Voilà. Et vraiment que pour ce beau projet qui est quand même une sacrée épopée, et puis qu'on aime suivre de plus en plus, on espère que ça va prendre un moment. En tout cas, c'est en bonne voie. Et c'est vrai que tu as peut-être pas tout dit, mais c'est vrai que sur l'aspect
ondulation, on peut avoir plein d'axes qui sont aussi étudiés. Là, il y a la captation de l'ondulation, mais il y a aussi d'autres projets qui sont plutôt dans la production à travers des moteurs, avec ce mécanisme d'ondulation aussi, peut-être même des valves cardiaques, des choses comme ça. Donc, tout ça, il faut savoir que la base des brevets de e-Energy donc, ont été utilisés par Wavera, par CoreWave. C'est vraiment l'inventeur Jean-Baptiste Drevet qui est à la base de tout ça. Et oui, on s'aperçoit que l'ondulation est bien plus efficace qu'une hélice qui tourne. Donc, voilà, on est les seuls au monde à travailler sur ce sujet. On est tout seul, on a des moyens limités, on est une start-up. Même si on a levé pas mal d'argent, on essaye de le dépenser avec parcimonie et de faire les choses qui nous paraissent les plus subtiles, enfin les plus évidentes, mais des fois même ce qui est évident ne va pas vraiment marcher. Encore une fois, oui, il y a des forces en jeu il y a des pics de force qui sont assez extraordinaires et difficiles à maîtriser. Mais là, j'espère que la dernière version, la V4, elle commence à très bien marcher, mais voilà, c'est juste le début. Et maintenant, il faut voir si ça dure dans le temps, parce que le problème, c'est pas d'avoir une machine qui marche 24 heures sur 24 pendant un mois, mais il faut qu'elle marche au moins pendant 6 mois, 1 an, sans maintenance, voire plus, pour être rentable. Eh bien, je vais finir par vous remercier. Je vais sortir, moi, pour laisser la place aux autres intervenants pour prendre les différentes questions. Et je remercie même tous les intervenants d'ici et d'avant. Si je n'ai pas le temps de les remercier avant la fin. Et à tout à l'heure. Merci Hugo. On va commencer par une question ciblée de Pierre Six. Il l'orientait plutôt vers les vivalistes, mais peut-être que d'autres intervenants ont aussi des réponses, pour savoir s'il existe un répertoire en fait, des écolieux en France. Alors, j'ai mis sur la conversation un lien qui va vers une carte qui recense pas mal d'écolieux. Aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir une image claire de la situation en France sur les écolieux. Il n'y a pas vraiment de répertoire général, mais il y a du coup les oasis des colibris qui font un très beau boulot de recensement et qui créent une communauté, comme le dit Agathe, où il y a à peu près aujourd'hui, je pense, à peu près 1000 écolieux sous cette étiquette-là. Et à part ça, pas vraiment de grosses bases de données. Nous, on va bientôt mettre en ligne un site internet où on va référencer les quelques lieux qu'on a été visités, mais qui sera du coup loin d'être exhaustive. Et voilà, donc sur la conversation, j'ai mis un lien avec une carte qui référence les oasis et les habitats participatifs en France. Merci. On avait une autre question de Mélanie Caudron, qui a en partie eu des réponses dans le chat. Donc c'était une question sur des recherches sur la faune et la flore des Hauts-de-France, et particulièrement celle du bassin lillois, et finalement quels sont les organismes qui peuvent nous aider à faire comme ça l'inventaire des espèces, afin qu'elles puissent chercher après des apprentissages en biomimétique. Là, c'est une question qui est ouverte plutôt à tous nos intervenants, pas spécialement à Baptiste et Agathe. Donc, je laisse les personnes qui voudraient répondre à cette question venir monter sur scène. Est-ce que quelqu'un aurait un premier élément de réponse? On a dans le chat déjà David Ferron qui avait orienté vers le Muséum d'histoire naturelle de Lille. Oui, je pense que oui, c'est des bonnes remarques de la part de David et de Caroline aussi, le CPIE peut-être, le CRED. Là, c'est vrai qu'il faut se rapprocher des différents organismes qui pourraient aider là-dessus. Les différentes associations aussi, ça dépend de la typologie de la faune et la flore qu'elles veulent essayer de repérer. On peut avoir la LPO ou différents acteurs comme ça aussi qui s'y intéressent et qui essaient de faire des ponts, les parcs nationaux, régionaux, les parcs naturels régionaux. Et puis, c'est aussi un peu l'objectif d'un écosystème comme l'écosystème de celui qu'on a envie de monter autour du biomimétisme, de faire des ponts justement entre les différents acteurs. Alors, je ne sais pas dans quel cadre, Mélanie, tu mènes ta recherche, mais essayer de faire le pont entre différents types de recherche et les écologues biologistes. C'est un peu un des objectifs.
Moi j'avais une question peut-être pour Agathe et Baptiste sur les perspectives donc pour les vivalistes. Donc est-ce que alors j'espère que vous l'avez pas dit dans votre présentation, est-ce que ce Tour de France vous le poursuivez ou quels vont être les j'ai compris que en matière de podcast effectivement c'était un chantier en cours et que vous allez poursuivre la diffusion de ce type de support. Et donc, quels sont, donc pour continuer à promouvoir comment la nature peut inspirer les organisations humaines, quels sont vos axes d'action dans les mois qui viennent? Alors, dans les mois qui viennent, on a décidé de s'arrêter un peu. De toute façon, on est un peu contraint et forcé en ce moment, on peut plus trop se déplacer comme on veut. Mais la suite du projet, en fait, c'est de créer un écolieu qui justement puisse accueillir différents types de publics, aussi bien des entreprises, des particuliers que des enfants, pour justement essayer de mettre en pratique un peu tout ce qu'on a pu piocher, récolter comme information au cours de nos nombreuses rencontres. Et donc là, on travaille activement avec 4 autres personnes à la création d'un écolieu qui normalement devrait voir le jour dans la région niortaise. Donc on est activement en recherche d'un lieu pour s'implanter et pour pouvoir ouvrir ça et ensuite partager un maximum tous les enseignements qu'on a pu faire en fait pendant un an et demi. Et à côté de ça, nous continuons aussi à développer notre offre pour les entreprises et autres organisations, mais nous déplacer au sein des organisations pour soit venir inspirer avec cette vision du biomimétisme, soit répondre à des problématiques un peu plus concrètes d'organisation. Donc voilà, on développe différents modules, différents ateliers aussi. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de boulot. Autre question, est-ce que votre Tour de France est passé par la région Hauts-de-France? Est-ce qu'il y a des organisations de la région Hauts-de-France auxquelles vous vous êtes intéressé? Et donc, vous pourriez dire quelques mots très, très rapidement. Alors oui, on est passé un peu dans les Hauts-de-France. Ça n'a pas été une des régions principales, malheureusement, là où on a pu tourner. On avait été voir notamment les jardins de la Fontaine à Croix, c'est ça? Ouais. On avait vu quoi d'autre dans les Hauts-de-France? C'est tout, hein, je crois. Ouais, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup de prendre le temps de traîner plus en Hauts-de-France, mais les initiatives sont hyper nombreuses et en effet des lieux comme ça, en fait des lieux d'innovation qui mettent, comme on disait, au cœur de leur raison d'être le vivant. En un an et demi, en fait, il y en a plein qui ont vu le jour. Donc, je pense que quand nous on était là, il y a un an et demi dans les Hauts-de-France, il y en avait pas autant qu'il y en a aujourd'hui. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, mais je n'ai pas l'impression sur qui font suite directement aux interventions qui ont eu lieu pendant cette deuxième séquence. Si c'est effectivement pas le cas, donc on va pour un dernier temps qui va être beaucoup plus court, solliciter les intervenants des 2 séquences de l'après-midi qui sont encore parmi nous. Pour un échange plus général et qui est plutôt orienté vers les perspectives, donc avec plusieurs questions dont peuvent se saisir les intervenants de manière tout à fait libre. Donc les questions étant quelles sont alors dans les différents domaines que l'on a évoqués, que ce soit dans le domaine donc de la recherche, de la formation, de la R&D dans les entreprises, quelles sont les perspectives qui sont appelées à se développer dans les mois et les années qui viennent en région Hauts-de-France, et comment ces initiatives peuvent faire de cette région un territoire résilient, un territoire qui puisse aborder la transition écologique, la transition économique qui représente aujourd'hui un enjeu vraiment, vraiment important. Et donc, effectivement, après s'être prononcé là-dessus, on pourra revenir à la fin de l'échange sur plutôt des questions qui concernent peut-être une structuration de la dynamique régionale en région de France, qui est amorcée avec un certain nombre d'initiatives, mais que l'on souhaiterait renforcer. Et donc, on pourra vous donner quelques indications
sur ce sujet-là, mais les différents intervenants de cet après-midi ont appelé également à se prononcer sur cette question-là. Comment on voit la structuration, le développement d'une dynamique régionale en Hauts-de-France. Et donc, j'invite les intervenants qui peuvent contribuer en répondant à l'une de ces questions à me rejoindre sur scène. Et dans le même temps, vous pouvez, les participants, continuer soit apporter des informations, des contributions dans le chat, soit également poser des questions, alors soit suite aux interventions qui ont été faites cet après-midi, ou bien faire des remarques, des contributions sur cette question des perspectives pour la région. Quelles perspectives se dessinent, comment ces perspectives peuvent être appuyées par les politiques publiques, par celles menées par l'État, mais évidemment la région Hauts-de-France, l'ADEME, et comment les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises peuvent contribuer, s'impliquer dans le développement du biomimétisme dans la région. Monsieur Karim, oui, de l'UTC, oui. Donc vous contribuez, vous avez des éléments de réponse sur l'une ou l'autre des questions que j'ai évoquées, donc les perspectives pour la région en matière de recherche, peut-être celles qui se dessinent à l'UTC. Oui, je ne sais pas si c'était clair dans ce que Marie-Christine a présenté, parce que j'ai entendu qu'il y a eu des problèmes de connexion. Là, vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème. Bon. Mais nous, on s'est placé comme on est une école d'ingénieurs, on s'est placé dans une perspective de résolution de problèmes technologiques grâce au biomimétisme. Et donc, ça peut être pour rendre une technologie moins polluante, plus durable, ça peut être simplement pour pour trouver une solution plus performante à un problème technologique qui se pose dans une technologie courante. Donc, comme on a l'UTC qui est, j'allais dire, spécialiste en mécanique, en bioingénierie, en génie des procédés, en informatique aussi, mais finalement, il émane de ça, de tous ces domaines, des problèmes régulièrement qui sont identifiés comme importants pour l'industrie, mais de notre vision d'enseignants-chercheurs à l'UTC. Et en gros, ce qui, à notre sens, manque dans tout ça, ce serait d'avoir plus régulièrement des projets de problèmes posés aux industriels sur lesquels nos étudiants pourraient travailler et qui permettraient sans doute d'aller vers un peu plus de valorisation. J'ai eu le cas tous les ans, depuis 2018, d'étudiants qui travaillent sur des projets où ils voient le potentiel de valorisation et finalement, comme on n'a pas derrière un industriel qui a posé la question, c'est toujours un peu difficile pour des étudiants en plein cursus de se dire je vais me lancer dans une start-up ou une valorisation. Et finalement, si on avait un industriel qui était à l'origine du problème posé, ce serait sans doute plus visible du point de vue de la région, en tout cas. Merci. Merci, Gab. Et alors peut-être juste aussi sur la perspective que tu pourrais voir. Donc là, au niveau de l'UTC, les besoins, et merci pour ce partage, c'est vrai que ça clarifie pas mal de choses. Et aussi, d'après vous, ou même toi personnellement, vu que tu commences à t'intéresser de plus en plus à cette thématique-là, tu as lancé un module sur le sujet et tu encadres pas mal d'étudiants et de projets de recherche même sur cette thématique-là. Quel pourrait être le potentiel pour la région et le déploiement de oui, quel levier? Le potentiel, moi, c'est... je me suis à nouveau peut-être pas bien exprimé, mais l'idée, en fait, en donnant la démarche aux étudiants, c'est... j'évacue l'idée que la biologie soit essentielle pour arriver à comprendre, en tout cas, à se saisir du problème et à être capable de résoudre des problèmes par la méthodologie du biomimétisme, une des méthodologies, la méthodologie qui s'approche de l'ingénierie, en fait. Et donc, c'est un peu ce que disait Johan tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un biologiste expert, c'est ce que je leur montre,
Et je leur montre finalement qu'avec la méthode simple qui est la spirale, je dis simple parce qu'a priori c'est simple, mais à force de faire ça en enseignement, je me rends compte que, en fait, acquérir cette méthode-là, c'est relativement complexe. Donc l'intérêt pour la région, ce serait, enfin, de ce que j'en sais au niveau du territoire national, ce serait d'avoir finalement des ingénieurs qui sont capables d'innover différemment de ce qu'on voit dans d'autres territoires finalement. Et donc en prenant ça pleinement, en prenant alors ça peut s'étendre aux autres écoles d'ingénieurs du territoire ou même aux universités du territoire. Moi, au niveau de l'UTC, on le fait en cycle ingénieur et on le fait pour les masters aussi. Et donc avec toujours, nous notre objectif c'est de faire de la science. Donc avec de la science derrière. Donc, il ne s'agit pas juste d'un projet où on dit, bah voilà, ça pourrait être intéressant de développer telle ou telle technologie. C'est un projet où on a tout du début à la fin qui est intégré. Et donc, en quelque sorte, c'est un démonstrateur. À la fin, on a tout livré clé en main pour aller plus loin vers le prototypage. Et donc, l'intérêt pour la région, ce serait d'avoir des solutions de TRL élevées pour les industriels. Merci. Merci pour cette éclairage. Johan, tu voulais t'exprimer, tu voulais prendre la parole? Oui, moi je suis un peu dans les mêmes optiques avec une réflexion. Toujours le micro, Johan. Oui, pardon, faut que je me rapproche en fait. Mais en fait, c'était plus sur cet aspect décloisonnement en fait, qui m'intéressait, moi, sur cette approche qui est pluridisciplinaire. C'est vraiment ouvrir les esprits, reconnecter des choses qui étaient peut-être un peu. Je sais pas, déconnecter le vivant de l'innovation et puis ensuite essayer de le remettre dans le vivant, de le rendre propre, capable de se régénérer, etc. C'est un processus qui est aujourd'hui presque artificiel où c'est de la réanimation de projets, tandis qu'intégrer ça dans l'enseignement, dans des réflexes pour les élèves, parce que c'est bien ça, hein, c'est-à-dire que l'élève qui a vu ta présentation là en prépa, il est sorti de là, c'était fini, il était changé, quoi. Il avait compris quelque chose, il allait rechercher d'autres choses. Il y en a un qui s'est intéressé au gâchis d'eau, etc., au gaspillage, et il est sur un autre projet actuellement, mais il développe une entreprise. Ça a changé leur façon de voir les choses. Donc cet aspect aussi, je pense, de changer la façon d'apprendre, décloisonner. Ça, je trouve, c'est vraiment intéressant. Décloisonner, refaire des liens, et c'est presque l'enjeu du supérieur. Nous, quand on a des élèves qui viennent du lycée, ils ont appris des choses, c'est dans des petits tiroirs. Alors, s'ils ont pu faire des projets, ils arrivent à les reconnecter, mais c'est très difficile. Et nous, on essaye de faire ça, et c'est pas simple. Et on rajoute des choses à mesure qu'ils s'approchent de leur diplôme. Puis un jour, on leur dit, vous êtes dans une entreprise, enlevez le pétrole de votre truc, respectez telle norme, etc. Ils vont l'apprendre, mais ils vont rester peut-être dans un domaine. Et là, à un moment donné, ça rejoint aussi le design thinking. On a rentré le design thinking dans les techniques de créativité. Et on a dit aux élèves, un truc de dingue, pourtant qui est simple à comprendre, c'est mettez l'usager dans votre groupe de réflexion, dans votre projet. Alors, les gens se sont dit, waouh, c'est super. Bon, en même temps, voilà, il y a du bon sens. Maintenant, on leur dit, et au lieu de faire des fonctions que vous collez avec des fils, etc., allez voir s'il n'existe pas quelque chose qui est multifonctionnel, propre, etc. Et avec le modèle de la nature, eh bien, on a deux choses vertueuses qu'on met aujourd'hui dans la formation de ces jeunes qui vont, eux, créer les outils pour peut-être nous sortir de certains enjeux et certains défis. Et je pense que c'est là quelque chose d'important. Et eux arriveront avec des nouveaux outils, mais les entreprises doivent les intégrer. Elles doivent pouvoir être réceptives à ces outils, elles peuvent pouvoir les utiliser. Donc, du coup, je pense qu'ils peuvent se rejoindre dans la formation, dans les universités, à se croiser, à se donner des défis, à travailler ensemble. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. En fait, moi, pour compléter, je ne veux pas former des biomiméticiens, c'est pas le rôle, parce que c'est pas une technologie en soi. Donc, à l'UTC, ça n'a pas sa place. Par contre, le biomimétisme, clairement, il a vocation à infuser dans tous les domaines de la technologie. Et donc, l'idée, c'est de former des ingénieurs qui, demain, vont être dans les entreprises. Et au moment où se posera un problème, au moment où il y aura à réfléchir à un design, à réfléchir à une nouvelle, à une solution technologique, ils penseront ici, on va pas tout faire de nouveau ou alors forcément se baser sur une modélisation qu'on va faire, par exemple en aérodynamisme.
mais on va plutôt aller regarder du côté du vivant, voir s'il n'y a pas déjà des structures optimisées. C'est typiquement l'histoire des winglets, là, qui ne sont pas forcément des ailettes, là, sur les ailes d'avion, qui ne sont pas forcément prévisibles par des modèles. Je veux dire, le modèle ne nous permet pas de converger vers cette solution-là, alors que l'évolution a convergé vers cette solution-là. Parce que les modèles sont simplement nourris par des équations mathématiques qui n'intègrent pas ça, qui n'intègrent pas les contraintes telles qu'on a pu connaître le vivant. Donc en fait, dans la formation d'ingénieur, on leur apprend le biomimétisme en disant que ça pourra leur servir plus tard quand ils auront besoin d'innover. C'est un des leviers d'innovation. C'est pas le seul, mais c'est un des leviers d'innovation. Il se trouve que, au moins en partie, il est durable. Il permet de faire des innovations qui sont durables et éco-responsables. Et l'idée aussi, et ça c'est un projet qu'on a ici à l'UTC, on n'y est pas encore, mais il suffit de peu de choses finalement pour y arriver, mais c'est aussi de former ceux qui sont déjà dans l'industrie. Donc au travers de la formation continue, aussi toucher à ceux qui sont déjà dans l'industrie. L'idée c'est de configurer cet enseignement du biomimétisme en le basant sur vraiment les savoir-faire technologiques de chacun. Et donc au travers d'un enseignement de projet, se servir, donc quelqu'un qui travaillerait par exemple en chimie, de travailler clairement dans le domaine de la chimie et voir comment on peut appliquer les principes du biomimétisme dans la chimie, ou alors dans les procédés, ou alors dans la mécanique, voilà, donc dans chacun des domaines. Donc on est en train de travailler sur une proposition comme ça ici à l'UTC, avec l'idée à chaque fois de compléter simplement la formation de chacun avec cette approche biomimétique. Juste pour terminer, et puis après, Kalina qui est revenue sur scène, je pense, va souhaiter intervenir. À l'UTC, vous interagissez avec d'autres équipes de recherche de la région Hauts-de-France sur ces questions-là, enfin, ou au-delà d'ailleurs, hein, puisque là on parle de dynamique régionale. Au niveau recherche, oui. Au niveau recherche, dans le passé déjà, avec l'UPJV, mais aussi avec l'IUMN. On a un projet ANR, par exemple, avec l'IUMN, là à Lille, sur un foie bioartificiel qui intègre une démarche biomimétique pour recréer l'environnement biomécanique des cellules hépatiques. Donc, également des collaborations avec l'Institut Pasteur, le laboratoire de... Non, j'ai plus son nom de famille, Franck... ça me reviendra. Mais bon, un collègue, un estimé collègue spécialiste de la microscopie à force atomique chez les organismes vivants. Et donc, il y a des liens forts aussi avec l'UPJV, hein, je l'ai dit, depuis longtemps, hein, sur des modèles de membrane, par exemple, des liposomes pour l'encapsulation aussi de principes actifs. Donc oui, il y a des liens forts depuis longtemps. Et au départ, quand je dis depuis longtemps, au départ, on n'identifiait pas forcément ça sous l'intitulé biomimétisme. Mais petit à petit, enfin, c'est surtout ces dernières années, on a commencé à se l'approprier. Il était toujours là, mais en fait, on ne se l'était pas approprié simplement. Kalina, donc sur cette question des perspectives régionales, effectivement des perspectives qui seraient à développer, qui pourraient être appuyées par les politiques publiques. Oui, alors je pense que peut-être pour finalement résumer un certain nombre d'enjeux qui ont été soulevés au cours des différentes interventions, je pense que si on devait synthétiser tous les axes sur lesquels il faut pouvoir travailler en parallèle pour que ce biomimétisme se déploie, et donc en particulier au niveau de l'échelle régionale, il faut à la fois pouvoir travailler sur un axe évidemment d'aide à la recherche en termes potentiellement de financement. On voit bien qu'aujourd'hui, et peut-être que Karim voudra compléter sur ce volet-là, nous, le retour qu'on a d'un certain nombre de chercheurs, et c'est pas spécifique à la région Hauts-de-France, mais c'est vrai sur l'ensemble des chercheurs avec lesquels on a pu discuter jusqu'à présent, la difficulté finalement d'entrer dans les cases des appels à projets. Aujourd'hui, quand on fait du biomimétisme, parce que souvent les appels à projets aujourd'hui, notamment du financement de la recherche, sont souvent très segmentés par discipline scientifique, voire par sous-discipline scientifique, avec du coup des grilles d'analyse et de critères en termes de révision qui font que
des sujets en bioinspiration, à quelques rares exceptions près, ne sont jamais prioritaires puisqu'ils sont nécessairement transversaux et donc ils sont jamais remplissent rarement toutes les cases spécifiquement d'un domaine scientifique. Donc heureusement, il y a eu quelques premières initiatives comme la mission pour l'interdisciplinarité du CNRS qui avait financé voilà, un premier appel à projet, mais on était sur des montants de 30 000 € par projet, ce qui est déjà pas mal, mais objectivement, quand on veut développer un programme de recherche sur plusieurs années, évidemment, ça ne suffit absolument pas, ça paye pas une thèse, ça paye quelques mois de travail, et donc c'est pas avec ça qu'on amplifie honnêtement des travaux de recherche. Néanmoins, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cet appel à projet de la MITI, il a eu un très grand nombre de candidatures. Il y a eu qu'un projet sur 6 ou 7 qui a été sélectionné, ce qui démontre qu'il y a quand même, malgré voilà, ce tout petit financement et finalement peut-être une attractivité modérée pour le financement, il y a manifestement un tel besoin sur le sujet que beaucoup de laboratoires ont postulé sur ce financement-là. Donc il y a vraiment un besoin probablement de flécher un certain nombre de financements pour catalyser la recherche dans le domaine. Ça ne veut pas dire, évidemment, que le biométisme soit sous perfusion de financement public avec des appels à projets dédiés pendant 20 ans. C'est peut-être probablement pas l'objet. Mais si on regarde un petit peu que ce soit l'Allemagne ou la Suisse, à un moment donné, ils ont fait cet effort-là. C'est-à-dire, à un moment donné, si on veut faire monter en puissance un sujet, un domaine, surtout un domaine pluridisciplinaire, avec toutes les difficultés du financement et la coordination d'activités pluridisciplinaires aujourd'hui, il va peut-être falloir quand même aussi faire des financements dédiés. En Allemagne, ils ont eu des appels à projets, ils ont eu l'équivalent d'un programme d'investissement d'avenir de 40 millions d'euros sur le biométisme. On voit là les montants pour le montage de ces programmes de recherche et de ces laboratoires de recherche que je vous ai présentés, ces centres de recherche que je vous ai présentés en Allemagne. On est sur 20 ans à plus de 120 millions d'euros cumulés et le centre suisse, c'est 26 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a un moment donné, il va falloir mettre un petit peu de moyens pour tout simplement atteindre un certain niveau de maturité au niveau de la recherche et permettre la maturation d'un certain nombre de travaux. Donc ça, c'est sur ce premier volet recherche. Donc en termes de déclinaison régionale, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il y a des appels à projets régionaux en général. Dans d'autres régions, on a pu le voir sur d'autres territoires où eh bien, il peut y avoir une décision politique de flécher des financements régionaux, effectivement, pour certains programmes de recherche. Si au niveau de l'État, c'est trop long, c'est trop lent, et même si on pousse pour avoir des financements nationaux sur le sujet, très probablement qu'un facteur d'accélération serait de passer par des financements régionaux, en tout cas pour aider, faciliter, impulser un certain nombre de travaux de recherche au niveau régional. Donc ça, c'est le premier volet. Pour les recherches, je ne sais pas, Karim, si vous êtes d'accord avec cette analyse. Si, bien sûr, même si c'est vrai qu'il y a eu toute une série quand même d'initiatives. Il y a la mission interdisciplinaire du CNRS, il y a l'appel à projet IIN auquel j'ai participé aussi, du CNRS, qui émane du CNRS aussi et qui a été très généreux en termes de financement l'année dernière. Là, les projets sont en cours, en fait. Avec le Covid, c'est assez particulier. Je dis que ça va être un déroulement sur 2 ans plutôt que sur 1 an initialement prévu, mais tout ça, c'est des petits financements et c'est vrai qu'il n'y a pas d'appel à projet dans lequel on puisse répondre de façon spécifique. Et à la fois, de par la nature pluridisciplinaire du biomimétisme, c'est difficile de configurer un appel où réellement on serait spécifique, à part si on parle de méthodologie ou des attendus, c'est-à-dire qu'on oriente ça clairement vers tout ce qui est en rapport avec le développement durable ou des technologies responsables. Donc là, ça aurait du sens. Maintenant, dans ce qui concerne la région Picardie, je connais bien le paysage maintenant, et globalement, il y a des domaines où clairement ça s'y prête, pour avoir répondu régulièrement aux appels à projets. Mais c'est vrai que ça va donner... Enfin, c'est pas mon rôle de faire ça, mais je vois pas quel axe on peut identifier 100% en biomimétisme, à part en invoquant le côté éco-responsable. Oui. Je pense effectivement cette difficulté de trouver l'angle. Pour revenir sur ces sujets appels à projets régionaux, ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans d'autres régions, c'est dans des appels à projets thématiques existants que le biomimétisme est intégré avec une attention particulière sur certaines vagues en disant cette vague-là, sur cette thématique-là,
on portera un intérêt particulier à des projets qui portent une approche bio-inspirée. Donc, c'est une façon, en fait, indirectement, de se replacer sur un champ thématique plutôt qu'un champ générique qui serait effectivement peut-être plus compliqué à cadrer, à part sur, effectivement, soit transition écologique, soit méthodologie. Mais donc, c'est comme ça, en général, que ça... C'est comme ça que c'est le mieux. C'est-à-dire que si on veut que les gens se l'approprient et que ce soit intégré et que ce soit vraiment une lame de fond au niveau régional, il faudrait l'intégrer finalement sous tous les aspects de l'appel régional existant déjà. C'est-à-dire que ce soit une des nuances voilà, méthodologiques. Peut-être sur ce sujet, on sait que pour la région Hauts-de-France, donc l'entrée troisième révolution industrielle REF3 est une entrée importante. Donc il y a aussi les axes de la stratégie régionale spécialisation intelligente. Donc je crois que dans le dialogue avec la région Hauts-de-France, il faut pouvoir identifier comment le biomimétisme peut s'intégrer dans les orientations qui sont déjà prises par la région, qui sont appelées à évoluer, qui vont évoluer. Et donc effectivement, pour les années qui viennent, l'important c'est de pouvoir nourrir ce dialogue pour que ces questions du biomimétisme, sans forcément apparaître comme un thème en soi, soient bien intégrées dans des orientations qui sont déjà prises ou qui vont se prendre dans les années qui viennent. En tout cas, c'est sûr que l'approche REF3 en est sans doute une. Tout à fait. Peut-être après, donc ça, c'est sur le volet recherche et c'est sans doute pas exhaustif. C'est sans doute pas exhaustif. Après, voilà, j'ai pas mentionné les appels à projets nationaux, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire sur les appels à projets nationaux. Voilà, Mani, tout à l'heure, vous a présenté un petit peu ce que nous faisions avec l'ADEME, et l'idée, c'est effectivement aussi de faire infuser le biométisme dans des appels à projets de l'ADEME qui sont, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a plein de typologies d'appels à projets que gère l'ADEME, qui sont à la fois à destination des porteurs publics, mais également à destination des porteurs privés. Donc, ce sont des choses, effectivement, sur lesquelles nous continuons à travailler. Deuxième volet, c'est, voilà, les uns et les autres, vous l'avez évoqué, c'est comment l'industrie s'en saisit. Donc, comment à la fois on accélère les collaborations partenariales, laboratoires de recherche publics, laboratoires de recherche privés sur le sujet. Et effectivement, on fait monter en TRL un certain nombre de thématiques et de projets de recherche, avec cette difficulté sans doute du lien et du franchissement d'un certain niveau de cap TRL, puisqu'en général, vous avez la recherche qui dit mais c'est pas notre objectif de faire des TRL hauts, l'industrie qui vous dit c'est pas mon rôle de faire du TRL bas, et puis à la jonction des deux, il y a toujours on ne sait pas qui doit le faire. Et donc il faut arriver effectivement à stimuler, probablement sur des appels à projets également dédiés sur ces tranches-là. Il y en a, des appels à projets qui sont dédiés à cela, à financer cette jonction entre la maturation au TRL intermédiaire, permettant le basculement et les partenariats entre la recherche publique et la recherche privée. C'est entre autres un des angles qui avait été choisi par l'Allemagne dans le cadre de certains de ces financements, de pouvoir effectivement faciliter le transfert vers le monde économique. Voilà. Et une fois de plus, ces modèles de financement, ils existent un peu partout. La question, c'est comment est-ce qu'on infuse intelligemment le biométisme dans ces différents appels à projets et comment on diffuse finalement ces opportunités de financement à l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est, on va dire, collaboration publique-privée. Mais bien au-delà de ça, et ça a été évoqué avec la question du design thinking, avec la question de le mode projet, c'est comment, au-delà de quelques projets singuliers, comme il y en a pu y avoir depuis des années dans le monde industriel, et il y a plein d'industriels qui pratiquent et s'intéressent au biométisme depuis très longtemps, c'est pas nouveau, mais c'est pas pour autant que c'est inscrit, on va dire, dans un réflexe d'innovation. Karim, vous aviez évoqué ça tout à l'heure, c'est comment demain est-ce qu'on suscite finalement une espèce de réflexe plus tard dans une dominante métier, une dominante thématique donnée, comment on suscite ces réflexes-là. Et heureusement, donc il y a ces travaux méthodologiques qui sont menés au niveau national depuis quelques années, on contribue à certains d'entre eux, et on voit des structures comme L'Oréal, comme RTE, qui s'engagent aujourd'hui dans une politique interne d'intégration du biométisme dans le management de leur innovation. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est
de s'approprier ces outils-là, de s'approprier ces méthodologies-là pour demain avoir le bon écosystème partenarial, être en capacité de détecter les bons laboratoires et pouvoir finalement faire passer au crible de biomimétisme un certain nombre de projets et pouvoir ainsi saisir les opportunités quand elles se présentent. Et la grande difficulté effectivement de beaucoup de grandes entreprises, c'est qu'elles n'ont pas ce réflexe du biomimétisme. Même chez L'Oréal, qui a beaucoup de biologistes et dans ses équipes, c'est pas nécessairement historiquement un réflexe. Mais alors quand on est dans d'autres typologies d'entreprises, l'automobile, par exemple, vous avez très peu de biologistes, évidemment, dans ces métiers-là. Donc, le réflexe, il est encore plus difficile. Donc, il y a un besoin, effectivement, et de formation, et d'accompagnement, et d'outillage méthodologique autour du monde industriel, et de facilitation également de montage partenariaux, parce que voilà, les industriels, au bout d'un moment, trouvent que le biomimétisme potentiellement peut être long, peut être risqué financièrement, donc il faut avoir des aides incitatives permettant de franchir ce pas-là sur un sujet comme celui-ci. Donc ça, c'était sur le volet industriel. Sur le volet enseignement supérieur, ça a été déjà largement évoqué. Comment effectivement intégrer le biomimétisme dans des dominantes de parcours. Voilà, à l'exception effectivement du Nature Inspired Design, les ateliers où on est vraiment sur du design thinking d'un point de vue très méthodologique. On voit bien, par exemple, l'Université de Pau, c'est sous l'angle des matériaux, et demain, il y a potentiellement pléthore de formations qui peuvent être faites par des déclinaisons, en fait, de comment le biomimétisme pourrait être intégré comme, comme boîte à outils, élément supplémentaire dans la boîte à outils d'une composante métier ou d'une composante de formation principale. Et donc ça, effectivement, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Et ça peut être décliné au niveau du territoire par une concertation des acteurs de l'enseignement supérieur pour développer une offre cohérente de formation et d'enseignement supérieur reposant sur l'existant et tous les efforts existants, tels que ceux qui sont TC par exemple, de structuration d'offres de formation pour il y ait en tout cas une dynamique collective autour de cette dynamique sur l'enseignement. Et enfin, des enjeux transversaux qui sont des enjeux d'animation, de fédération de réseau, de communication autour du sujet. En termes de déclinaison régionale, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est comme on le fait aujourd'hui dans le cas des RRI, c'est de pouvoir inscrire progressivement, plus régulièrement, le biomimétisme dans des événements qui sont des événements régionaux. Ça ne veut pas nécessairement dire de faire des événements dédiés, mais ça veut dire les inscrire dans des événements dans lesquels on sait que les parties prenantes aujourd'hui d'innovation, de recherche du territoire sont mobilisées et de venir par le biais de ces événements-là instiller cette dynamique du biomimétisme et voir comment ça pourrait se développer sur le long terme. Enfin, dernier axe, c'est effectivement l'axe de démonstrateur. Et notamment dans le domaine des matériaux, on l'a déjà largement évoqué tout au long de cet après-midi, les régions Hauts-de-France pourraient très bien se positionner pour pouvoir développer un collectif autour d'une plateforme entièrement consacrée au déploiement de matériaux bien inspirés, en se basant une fois de plus sur les ressources déjà existantes sur le territoire. Il ne faut pas réinventer la roue. Il y a pléthore de compétences au niveau régional sur le sujet. Comment faire pour que la région Hauts-de-France fasse partie des chefs de file qui se mobilisent pour passer en mode démonstrateur sur cette approche. Voilà, j'ai essayé de brosser axe par axe ce qui nous semblait être important, les déclinaisons régionales. Donc je ne sais pas si les autres intervenants souhaitent réagir à cela. Merci Kalina. Peut-être juste un petit élément, initiative du CBIOS pour compléter, même si elle n'est pas propre à la région, c'est la démarche de l'archipel. Je ne sais pas, Hugo ou Kalina. Oui, avec plaisir. Merci Kalina d'avoir fait un petit panel comme ça, c'est vrai. Et puis nous, on aurait pu aussi revenir sur l'expérience qu'on a sur les autres territoires et d'autres régions, avec des choses qui se développent, notamment de plus en plus de projets de pédagogie. Et une telle effervescence au niveau de la pédagogie qu'on a proposé de structurer, de fédérer les acteurs de la pédagogie sous la casquette d'un archipel, des écoles françaises du biométisme. Alors, qui est un nouveau système de gouvernance qui permet avec un imaginaire assez simple, assez imagé, de l'imaginaire d'un archipel avec des îles qui ont tous des valeurs et des identités particulières, des manières de faire différentes. Donc, on va avoir plein d'écoles et de professeurs et de distincts, que ce soit dans des écoles d'architecture, d'ingénierie, de design, ou même des business schools, des profs indépendants, des écoles pour plus jeunes, des professeurs d'école, qui s'intéressent à ces enjeux-là et donc sont tous
référencés dans la grande cartographie de l'archipel et qui peuvent parfois, s'ils ont envie, si ça leur semble pertinent, lancer des pirogues ensemble. Donc, des pirogues projets, c'est des projets qui pourraient mener ensemble. Et régulièrement, on essaie de structurer l'assemblée du lagon qui fédère, plutôt qui vient réunir toutes les îles et tous les projets pour que chacun puisse se tenir un peu au courant et qu'il y ait une sorte de mutualisation aussi des ressources et des supports pédagogiques, des différents syllabus, des jeux de cartes qui sont déployés, des choses comme ça. Donc c'est un peu un outil de gouvernance qui permet de structurer et d'organiser cette diversité autour des réponses pédagogiques et de la transmission qui va prendre énormément de forme et qui nous semblait important de poser sur la table au niveau national et peut-être même Karim, tu voulais excuse-moi, j'ai cru que tu voulais reprendre la parole. Non. Mais j'avais un élément à rajouter, mais pas par rapport à la pédagogie, mais plutôt à nouveau par rapport à la recherche. J'insiste sur le fait que malgré tout, de ce que je vois, de ce qui est fait à l'extérieur, de ce qui est fait aux États-Unis par exemple avec le biomimétisme, c'est l'opportunité vraiment de proposer, j'allais dire à bon compte, pour peu d'efforts finalement, des innovations qui correspondent à des publications à très haute valeur et même des brevets tout à fait originaux qui dénotent complètement. Et ce qui est intéressant avec ces innovations biomimétiques, à chaque fois qu'on va poser un brevet, qu'on va faire une publication dans Nature ou dans Science, c'est que tout de suite, ça impacte au niveau sociétal. C'est-à-dire les gens l'identifient facilement parce que c'est parlant, parce que le vivant, tout le monde en a autour de soi, on le voit dans les documentaires, et donc c'est facile d'imaginer que, par exemple, on va faire un dispositif innovant de filtration. Je pense à un exemple précis, en imitant la capacité de filtration d'un requin. Donc imaginez la gueule grande ouverte d'un requin pèlerin qui va filtrer comme ça les nutriments dans l'eau de mer. Et donc ça a inspiré un brevet qui a été déposé. Je trouve qu'on brevette un petit peu vite dans le domaine, mais malgré tout, ça a inspiré un brevet et une publication à très haute valeur pour une activité de recherche qui est somme toute assez réduite et qui est surtout très appliquée. On est à la limite du développement. Donc c'est vraiment faire la preuve de concept, parce qu'au début, il y a la question, on se dit, mais quelles sont les solutions de filtration dans la nature? Ensuite, il faut transmettre ça en ingénierie, en technologie, faire un banc d'essai finalement pour comprendre comment ça marche. Et puis, une fois qu'on en a fait la preuve, finalement, on peut transférer assez facilement une nouvelle solution de filtration. Donc, je pense, j'arrive pas à voir comment doit être configuré l'appel à projet au niveau régional pour répondre pour que ce soit suffisamment ouvert et qu'en même temps ça permette ce niveau élevé de transférabilité vers l'industrie, mais c'est un point important à mon avis à considérer. Il ne faut pas que le biomimétisme, à mon avis, il ne faut pas le laisser dans le champ du fondamental, clairement pas. Oui, je vois la nuit qui commence à tomber sur mon écran. Ça annonce peut-être la fin. Et puis, il y a juste aussi des points aussi qu'on commence de plus en plus à faire et que j'aimerais juste souligner, c'est des groupes de travail sur de la pédagogie, mais il y a aussi des modèles économiques alternatifs qui ont inspiré. Quand on parlait par exemple des États-Unis, Biomimicry Institute a déjà travaillé avec Interface, première entreprise avec qui ils ont travaillé, et qui ont fait complètement revu leur modèle économique et leur manière de produire l'innovation dans ce cadre de la bioinspiration. Et ça peut vraiment venir re-questionner à la fois les innovations, mais même des modèles complets économiques, on a pu en parler tout à l'heure. Ça pourrait venir transformer pas mal d'axes sur les territoires aussi, et pour beaucoup challenger aussi des politiques publiques. Loïc, on va peut-être conclure cette session. Oui, c'est ça. Sauf si parmi les autres intervenants de l'après-midi, Franck Sylvain nous a dit qu'il devait nous quitter, mais Isabelle, Agathe, Baptiste ou Iman, si vous êtes encore là. Si l'un ou l'autre veut dire un dernier mot, c'est le moment. Sinon, effectivement, Hugo, je te laisse faire quelques annonces sur les suites. Et puis, je dirai quelques mots à la fin sur... je reviendrai au cadre des RRI. Oui, déjà je tiens à remercier tous nos intervenants qui se sont prêtés au jeu aujourd'hui avec les complications que peut avoir aussi le numérique.
Mais ça s'est quand même bien passé. On a réussi à avoir tous les messages qu'on aimerait entendre et qu'on aurait aimé vous faire passer. Aujourd'hui, pour montrer un peu la diversité du sujet de la bioinspiration, notamment sur le territoire Hauts-de-France, avec un gros potentiel. Je pense que on va avoir des suites, notamment, j'espère vous revoir prochainement à la Biomime Week qui arrive très très rapidement. Donc, une semaine complète de conférences et d'interventions autour des enjeux du biomimétisme, de quoi se nourrir encore un peu après cette première introduction au sujet, peut-être pour certains aujourd'hui et pour d'autres. Ce sera encore toujours des compléments. On espère aussi donner des suites un peu à ce collectif-là qui est en train de se structurer et cette mission-là. Pour le glisser rapidement, on est en discussion avec l'ADEME et la région Hauts-de-France sur la rédaction actuellement d'un projet triannuel pour déployer le biomimétisme en Hauts-de-France, mais rien n'est encore arrêté. Mais on espère pouvoir revenir avec vous prochainement sur peut-être déjà des questionnaires pour vous solliciter, pour savoir un peu et mieux cartographier les acteurs intéressés par tout ça. Et puis donner des suites à tout ça, on vous tiendra au courant évidemment. Je pense que Loïc voulait faire quelques propositions, notamment sur les niveaux RGPD. Oui, alors donc effectivement, donc à l'issue de ces rencontres régionales de recherche et d'innovation, un questionnaire de satisfaction sera diffusé, hein, donc vous pourrez réagir donner votre avis sur l'événement qui a été organisé aujourd'hui. On se permettra nous-mêmes de vous adresser d'adresser un message à toutes les personnes qui ont participé, même toutes les personnes qui se sont inscrites à cet événement, pour vous faire des propositions sur la suite. Alors des propositions qui concernent donc l'intégration de votre contribution à un annuaire, hein, puisque on a effectivement amorcé avec le CBIOS et les autres organisations membres de ce collectif qui est mis en place, amorcer un annuaire qui permet d'identifier les différentes ressources dans la région Hauts-de-France sur la question du biomimétisme. Donc, vous serez invité à le compléter si vous êtes effectivement intéressé d'entrer dans cet annuaire. Donc, ce que l'on propose, c'est de vous adresser un message. Donc, vous remercier d'avoir participé. Et puis, pour vous inviter à laisser vos coordonnées, si vous le souhaitez, pour être informé des initiatives, des actions qui seront mises en place dans les mois qui viennent. Peut-être nous dire si vous souhaitez contribuer de manière plus active à ce collectif qui s'est mis en place et qui est appelé à s'étoffer. Voilà, donc vous recevrez cela dans les jours qui viennent. Enfin, on laissera passer donc la clôture des RFI, puisque des événements ont lieu jusqu'à la fin de cette semaine. Et puis, dernière chose, donc il y a un replay de cet événement. Donc, vous recevrez un lien pour pouvoir le regarder de nouveau, le transmettre à des personnes de votre environnement qui seraient intéressées. Et comme je le disais en introduction, donc effectivement un replay d'intégration d'événements, mais également quelque chose qui sera monté plus synthétique et qui reprendra peut-être les extraits les plus pertinents pour ceux qui auraient moins de temps. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup Kalina pour cette introduction très riche. Merci Karine pour d'avoir pris le relais de Marie-Christine pour l'UPC. Et puis Hugo, je te remercie beaucoup. Je te laisse dire peut-être un dernier mot. Ah ouais, merci. Et puis j'espère vous revoir prochainement. Voilà, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Peut-être en physique la prochaine fois. Au revoir.